Alors, donc moi, ils me font le plaisir de me donner l'occasion d'animer cette table ronde qui est intitulée Vers une coopération des établissements E2SI en matière d'IA générative dans l'enseignement supérieur. Et donc, autour de la table, il y a des personnes qui sont au courant de ce qui se passe en IA générative. Et l'idée, c'est se focaliser dans cette table ronde sur 2 points. Le premier, c'est votre retour d'expérience, c'est-à-dire par rapport à l'usage de ces IA. Et puis après, on va passer, donc ça, on va faire un petit tour de table. Donc je vous laisserai vous présenter un par un, et puis après, vous enchaîner sur votre expérience. Et puis après, on va aborder le point essentiel, c'est comment peut-on, c'est-à-dire collaborer au sein de cette association, de cette belle association, entre nous pour pouvoir en fait être un acteur qui a du poids au niveau national et pourquoi pas international. Donc peut-être commencer par Serge. Écoute, merci Ahmed pour cette invitation et puis pour cette initiative, pour cette journée. Alors pour me présenter, donc je suis Serge Pajac, je suis économiste, spécialiste en expérimentation. J'ai entendu personne n'est parfait, d'accord. Spécialiste en expérimentation et en analyse comportementale. Et donc on s'intéresse avec des collègues à l'université Paris-Saclay aux questions principalement d'acceptation des algorithmes et d'influence, de capacité d'influence des algorithmes et de l'IA et de l'IA générative, mais aussi parfois de robots, par exemple, et bien sur les êtres humains. Je suis ici donc aussi en fait au titre de ma mission auprès de la vice-présidente formation de l'université Paris-Saclay, puisque je suis chargé de mission IA générative. Et donc, c'est-à-dire que la vice-présidente de l'université, dès l'émergence de ChatGPT et du sujet, c'est-à-dire en fait son émergence auprès du grand public, c'est-à-dire en fait auprès de nos étudiants. Donc dès que ça a été clair que nos étudiants seraient dotés de ces outils-là et qu'on devrait nous se positionner comme enseignants, se positionner par rapport à ça et avoir un discours à tenir, eh bien donc les instances de l'université ont tenu à prendre le sujet à bras le corps. Pour résumer pour résumer une sorte un retour d'expérience, je voudrais peut-être insister sur deux points. Le premier, dans notre approche, dans la manière dont on conçoit les choses, la première, c'est de bien intégrer, notamment quand on a une démarche d'accompagnement des enseignants-chercheurs à l'IA générative, les différences disciplinaires. C'est-à-dire clairement faire une démarche qui serait totalement uniforme en supposant que l'usage de l'IA générative peut être la même pour faire du code informatique que pour des étudiants en droit. C'est assez évident que ça ne va pas marcher parce que la pertinence de l'outil n'est pas la même. Et donc avoir une déclinaison disciplinaire, c'est un point auquel on tient. Peut-être un deuxième point aussi sur le retour d'expérience, mais c'est plus vraiment une utilité qu'on a constatée. J'en parlais également pendant la pause. C'est à quel point c'est utile et intéressant d'avoir en tête une démarche d'évaluation. Alors, je veux dire pas d'évaluation au sens évaluation des cours des étudiants, mais évaluer l'impact de l'IA générative. Et pour ça, il y a un moyen en fait au final assez simple, même si avec une méthodologie vraiment fondamentale, qui est le groupe témoin, groupe de contrôle et groupe traité. C'est-à-dire que quand on fait utiliser l'IA générative par des étudiants dans un cadre pédagogique,
on peut faire attention à ce qu'il y ait une partie des étudiants qui l'utilisent, mais aussi une autre partie qui ne l'utilise pas, et par comparaison, faire ressortir l'impact de l'IA générative. Au final, c'est une méthodologie qui est assez simple à mettre en œuvre au final, mais qui permet d'avoir une sorte de mesure de pertinence et de mesure d'utilité, ce qui, de notre point de vue, est une sorte de prise de recul assez nécessaire. C'est à la fois tout à fait nécessaire de mettre en place, d'adapter nos pédagogies à l'IA générative, et aussi nécessaire de mesurer son impact. Merci Serge. Donc je retiens 2 points au final. On ne va pas le faire dans l'ordre comme ça, hein, parce qu'en fait, on n'a pas préparé la table ronde dans l'ordre de cet ordre-là. Donc je vais donner la parole à Ali juste après. Mais en fait, ce que je retiens, deux mots importants, c'est le premier, c'est l'interdisciplinarité ou la différence disciplinaire plutôt, dans l'usage de l'IA. Et l'autre point, c'est l'impact, c'est-à-dire de l'IA. Et ça a été aussi abordé dans les exposés tout à l'heure. Ali, maintenant c'est à vous, puisque on a construit cette table ronde en ce sens. Donc, je vous laisse vous présenter pareil, et puis vous nous dites quel est votre retour par rapport à ça. Donc, bonjour à tous, je suis Ali Kouzam, enseignant-chercheur en énergétique et transfert à l'Institut à l'ICAM, Institut catholique d'art et métier. Donc, j'ai fait ma thèse à l'Institut de mécanique de fluide de Toulouse. Donc, je suis également chercheur associé au CERTES de l'Université Paris-Est. Je fais ma recherche à l'IUT de Sénart, à l'IESA. Donc je suis ici je travaille dans une science technique, dans un domaine technique, je fais des enseignements en mécanique de fluide, transfert thermique, également donc, thermodynamique, un petit peu en mécanique, conception mécanique. Donc c'est un domaine où l'IA il fait le boulot et l'Excel, mais va aussi, comme dans d'autres domaines, par exemple générer des codes ou dans le domaine de générer des textes, rédaction des rapports. On a donc l'IA, donc elle reste un outil très intéressant et très important pour développer des compétences, pour aider les étudiants à développer des compétences. Mais il faut savoir profiter, il faut savoir utiliser cet outil de meilleure manière pour pouvoir intégrer dans cet outil de meilleure manière dans l'enseignement supérieur. Donc on a des défis, donc ces défis, donc les craintes on va dire des triches, utiliser cette manière comme un outil de triche, par exemple dans la génération des rapports de fin d'études ou des mémoires, des devoirs maison par exemple. Il y a des inquiétudes ou des questions qui se posent également sur des questions sur éthique. Donc là, il faut savoir qu'il faut citer donc c'est l'utilisation de ces outils quand on utilise dans la génération des rapports. Donc je reviens sur les rapports, par exemple des mémoires des fins d'études. Donc d'autres inquiétudes également donc, sur la dépendance à la technologie. Donc les étudiants si on utilise trop donc, cet outil de manière donc sans réfléchir, on va dire, donc on va poser des questions. Donc on va tout de suite aller donc, sur les outils d'intelligence artificielle pour trouver des réponses, pour trouver des idées. Et donc là, avec tous ces défis, donc il faut trouver un cadre. Il faut régulariser l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Donc chaque établissement doit mettre des règles pour cadrer l'utilisation de ces outils, savoir quand il faut utiliser. Donc il faut mettre des stratégies. Par exemple, il faut informer les étudiants sur comment utiliser cet outil, parce que pour avoir la bonne réponse, il faut savoir poser la bonne question. Donc on parlait tout à l'heure des prompts, donc les messages qu'il faut poser, parce que si on ne pose pas la bonne question de bonne manière, on ne va pas avoir la bonne réponse. Il faut savoir également former les étudiants à raffiner donc les questions, raffiner encore plus les réponses, avoir des réponses plus précises. Il faut également donc, former les étudiants sur les questions éthiques. Donc, il faut
donc, il faut citer dans leurs travaux l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Donc tout ça, voilà, dans ces horizons, donc il faut trouver vraiment des règles générales dans chaque établissement pour cadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Merci Ali. Donc moi je retiens deux choses au final, si je veux synthétiser un peu ce que vous venez de dire. Le premier, c'est l'importance d'avoir un cadre d'usage et des règles pour pouvoir encadrer cette IA. Et puis le deuxième, c'est comment au final détecter, parce que pour le moment, on n'est pas en capacité de savoir s'il a été fait ou pas par une IA, surtout quand on cite des aspects comme les mémoires de fin d'études. Et ça me rappelle une expérience avec Julien. En fait, on peut générer un mémoire et des fois, ça échappe à l'œil avisé de l'enseignant-chercheur. Merci Ali. Je passe maintenant la parole à Vanessa pour nous parler d'elle et puis de son expérience. Bonjour à tous, je suis Vanessa Duvivier, je suis coordinatrice de la formation numérique à l'IRFAS, donc l'Institut de recherche et de formation des acteurs du social en Essonne, et on forme à 9 métiers du social, du niveau infra-bac au niveau master, et principalement des éducateurs spécialisés, assistants de services sociaux, éducateurs de jeunes enfants. Moi, j'ai la double casquette du coup coordinatrice, donc c'est ma casquette ingénieur pédagogique et la casquette formatrice qui me permet du coup d'avoir un regard aussi un peu multiple sur le fonctionnement en interne de l'IRFAS, tant au niveau de l'équipe pédagogique mais aussi au niveau des étudiants. Notre constat à l'IRFAS, c'est que les étudiants utilisent l'intelligence artificielle générative, les utilisent de plus en plus. Et les formateurs sont de plus en plus largués, pour le dire un peu trivialement. De manière générale, la question du numérique, de l'utilisation de l'outil numérique est assez récente à l'IRFAS, parce que ce n'est pas dans la culture professionnelle, on est dans le cœur de métier, c'est l'humain. Donc c'est compliqué aussi de se dire qu'on accompagne cette évolution de la société aussi dans ces métiers-là. Et malheureusement, on ne peut pas passer à côté. Donc il y a vraiment cette dynamique-là qui s'est enclenchée à l'IRFAS depuis 2 ans à peu près. Concrètement, la réflexion est arrivée avant. Et depuis le milieu de l'année dernière, on commence vraiment à se pencher sur la question de l'intelligence artificielle. Du coup, le premier point, c'est par rapport aux étudiants. On voit vraiment qu'ils l'utilisent de plus en plus. Et donc il y a la nécessité de les accompagner par rapport à ça. Dans leur facette d'étudiants, évidemment, par rapport aux questions d'accompagnement de l'outil pour ne pas faire n'importe quoi, et puis aussi parce que du coup, il ne faut pas que leur utilisation nous échappe dans les cadres de triche ou ces questionnements-là, mais surtout parce que ce sont pour certains déjà des professionnels en poste dans le cadre de l'apprentissage, on a énormément d'apprentis, ou bien des futurs professionnels, ça va arriver très vite, et qu'eux, ils vont travailler avec des données humaines qui sont du coup des données soumises au secret professionnel ou en tout cas à la question de la confidentialité. Et donc du coup, il y a vraiment une nécessité d'accompagner l'articulation du respect du cadre légal avec le secret professionnel et l'utilisation de l'IA. Donc vraiment des enjeux éthiques qui nous questionnent beaucoup et qui du coup sont au cœur aussi de nos discussions au niveau pédagogique. Comment est-ce qu'on peut continuer d'utiliser l'IA pour se faciliter la vie aussi sur le travail, puisque du coup, quand on doit rédiger des documents professionnels, des documents de synthèse, sans dévoiler des événements, sans dévoiler des données personnelles qui peuvent du coup se retrouver après perdues dans les méandres d'Internet, c'est toute la question du coup qui est au cœur de la réflexion avec les étudiants. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on accompagne l'évolution de l'équipe pédagogique par rapport à ça. On a beaucoup de résistance, encore une fois, le cœur du métier c'est l'humain, donc on a des formateurs qui sont habitués à travailler sur ces questionnements-là, en mettant, des fois même en revendiquant finalement une espèce d'opposition, comme si c'était en revendiquant en tout cas une posture de mise à l'écart de l'évolution de la société comme un espèce de bastion de résistance face à l'évolution un peu trop rapide de la société. Et comment est-ce qu'on les accompagne à prendre en considération aussi le fait que ces évolutions numériques, et notamment la présence de l'intelligence artificielle, est au cœur de l'évolution de la société, on ne peut pas y échapper. Les étudiants sur le terrain l'utilisent déjà, vont devoir accompagner les personnes accompagnées, justement les usagers des services, à l'utiliser aussi. Donc il y a vraie nécessité de former
les équipes pédagogiques. Donc on commence très doucement à tisser un fil rouge dans l'accompagnement en réunion pédagogique autour de la création notamment de contenus pédagogiques, de création de séquençage, en essayant d'aller chercher la fibre, la flemme, en leur disant hey, regardez, ça peut aller vachement plus vite finalement d'utiliser ça. Et il faut aussi du coup composer avec un formateur a utilisé très récemment la formulation de on va vers la 4e blessure narcissique. Oui, effectivement, du coup, qu'est-ce que ça dit si finalement une machine, l'intelligence artificielle peut créer aussi bien, peut-être même mieux qu'un formateur, un séquençage pédagogique. Il reste quoi au formateur ? Du coup, recentrer sur les questions de l'humaine. Encore une fois, finalement, on en revient, le cœur du métier, c'est le travail avec l'humain. Donc nous, c'est vraiment ce qui nous préoccupe à l'IRFAS et c'est un vaste sujet, un vaste défi. Merci beaucoup, Vanessa. Effectivement, ces sujets sont très importants. Moi, je me permets de retenir 2 éléments clés dans ce que vous venez de dire. Le premier, c'est vrai que quand on utilise des données confidentielles ou des secrets professionnels et on le met dans ChatGPT ou autre, en fait, il faut savoir que ça va rester quelque part et ça va être sorti pour quelqu'un d'autre, et des fois par erreur. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'on ne fait pas attention à ça. Jean-Yves, peut-être pas tout à l'heure, va nous dire un peu plus. Et puis le deuxième point qui est vraiment essentiel, et c'est ce que devraient faire toutes les institutions, c'est l'accompagnement, parce que c'est normal quand on voit arriver une technologie nouvelle, c'est normal qu'on va résister. Ça me rappelle les années 80 où les profs de prépa étaient contre les calculatrices programmables. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne se posent même pas de questions. Donc en fait, c'est normal, tout est dans la logique d'accompagner. Et puis aussi, comment aligner c'est-à-dire les maquettes pédagogiques ou le contenu pédagogique, parce que, comme disait Julien tout à l'heure, on n'est pas obligé de manger que de la salade. C'est ça ce que tu as dit tout à l'heure. Bon, voilà, c'est très intéressant. Maintenant, je passe la parole à Julien, qui va nous parler, pareil, de lui et puis de ce qu'il fait, ce que fait TSP dans ce sens. Donc, bonjour à tous, je suis Julien Romero. Je suis maître de conférence à Télécom Sud Paris. Je suis spécialisé dans l'intégration des bases de connaissances avec les réseaux neuronaux. Donc j'ai beaucoup travaillé, quand j'ai fini mes études, c'était le début de l'émergence des modèles de langage. Bon, à l'époque, ce n'était pas encore connu du grand public, donc on travaillait sur Word2Vec, ça s'appelait à l'époque. Et puis bon, tout ça, c'est des choses que j'ai vues arriver petit à petit au fil de ma carrière, à travers ma thèse, puis maintenant que je suis en poste. Alors, à Télécom Sud Paris, je suis coordinateur du module de programmation en informatique de première année. Donc tous les étudiants de première année qui démarrent leur cursus, je les vois. Et je suis aussi responsable de la formation par apprentissage, donc je connais bien le CFAF pour ça, qui vise à apprendre aux étudiants à utiliser l'intelligence artificielle, donc la spécialité intelligence artificielle. Donc, moi, ce que j'aimerais faire un peu, c'est illustrer avec 2 exemples les quelques conclusions que j'ai eues de l'utilisation de l'IA par les étudiants, surtout en informatique où ça a vraiment eu un large impact, parce que notre métier, c'est littéralement d'écrire du code. Et bon, l'IA, ça génère du texte, et le code, c'est du texte. Donc forcément, on arrive au fait que tous les étudiants utilisent ça pour générer du code. Donc j'ai deux étudiants un peu extrêmes qui ont eu un usage un peu particulier de l'IA et qui ont rencontré des problèmes. Le premier, c'était un étudiant qui était en début de cursus, donc qui commençait la programmation. Et il est venu me voir un jour en fin de cours en me disant qu'il avait un problème. Il voulait développer une application pour son club, que tous les clubs, ils ont besoin d'applications. Et il ne savait pas trop comment faire. Bon, c'est normal, il était novice. Donc je lui ai expliqué tous les concepts qu'il y avait derrière, toutes les techniques qu'il fallait utiliser, comment il fallait s'y prendre. Et ensemble, comme ça, on a élaboré un plan pour implémenter sa solution. Et à ma grande surprise, il est arrivé dès le lendemain. Il m'a dit, monsieur, ça y est, j'ai fini, tout est là. Bon, ça ne fonctionne pas trop, j'aurais peut-être besoin d'un peu de votre aide pour finaliser un peu tout ça. Donc, je m'assois à côté de lui, je commence à passer 5 minutes à corriger des petites erreurs. Puis je vois qu'il est un peu non répondant à côté de moi, il ne sait pas trop ce qui se passe. Je lui fais, mais c'est toi qui as fait ce code? Il me regarde en me disant, non, c'est ChatGPT. Même pas surpris de sa réponse, quoi. Et bon, voilà. Donc il savait pas comment arriver à la solution, et même une fois que la solution elle avait été générée, c'était un problème. Donc on voit bien ici qu'il y a 2 problèmes. C'est que déjà tous les
fondamentaux d'une matière, ici l'informatique, sont vraiment cruciaux pour les étudiants. Parce que si on n'a pas les fondamentaux, on ne sait même pas formuler les problèmes, donc on ne sait même pas, comme ça a été mentionné plus tôt, écrire les prompts qui vont nous permettre d'obtenir le problème. Donc voilà. Et en plus, c'est encore plus critique parce que en informatique, les problèmes sont de plus en plus compliqués. On construit des systèmes qui sont de plus en plus compliqués. Et donc l'IA, ce qu'elle va générer en sortie, c'est de plus en plus compliqué, mais aussi de plus en plus compliqué de savoir pourquoi c'est faux et d'identifier où c'est que c'est faux. Donc là, on voit que l'étudiant, il n'était pas du tout capable d'avoir un avis critique sur ce qui se passait. Et c'est vraiment fondamental pour nous d'aider les étudiants à développer l'aspect critique de leur compréhension de ce genre d'outils. Et en d'autres termes, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que les étudiants ils comprennent mieux ce qui se passe que l'IA, qu'en fait que les étudiants soient plus experts que l'IA sur leur domaine. Et ça, d'un autre côté, ça veut dire maintenant, vu les niveaux de l'IA, c'est qu'on va devoir augmenter notre niveau d'exigence par rapport aux étudiants sur les évaluations. On ne peut pas les évaluer sur ce qu'on faisait avant. Il va falloir demander beaucoup plus si les IA sont autorisées. Donc ça, c'est de notre côté à voir comment on fait pour demander plus et de les évaluer là-dessus. Alors le deuxième exemple d'étudiant que j'ai, c'est un étudiant qui est à l'autre opposé du spectre. C'est un étudiant qui est un de mes doctorants, donc qui est vraiment tout à la fin de son parcours universitaire. Et en fait, il est doctorant en entreprise. Donc il a beaucoup l'occasion d'utiliser l'IA générative dans l'entreprise pour l'aider à faire des petits codes. Donc en entreprise, ça va, parce qu'il y a plein de cas d'usage où c'est assez trivial de donner la solution, donc ça marche bien. Par contre, quand on fait de la recherche, c'est loin d'être trivial ce qu'on essaye de faire. Donc déjà, on galère à expliquer le problème. Même une fois que le problème est formulé, la réponse elle est tellement subtile que l'IA n'arrive pas à bien la formuler. Et donc on passait un temps fou à corriger l'erreur de l'IA. Toutes les erreurs, on ne voyait pas où elles étaient. Enfin, même pour moi, c'était vraiment très dur de comprendre pourquoi c'était faux. Et au final, on a juste dit, on va arrêter parce que là, on perd beaucoup plus de temps. Donc là, on voit une grosse limite de ces outils, c'est que si le problème est trop compliqué ou s'il ne sait pas faire, ça introduit beaucoup plus de bruit que d'efficacité dans le système. Et donc, il faut bien faire attention quand on les utilise à faire attention à ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est un peu deux exemples qu'il y a qui montrent qu'en fait, il va falloir bien adapter nos formations pour faire en sorte que on inclut ça, on apprenne nos étudiants à avoir cet esprit critique, à prendre toujours des décisions éclairées et pas juste suivre aveuglément ce qui est donné en sortie de ces IA, et bien faire en sorte de faire comprendre aux étudiants que les fondamentaux sont cruciaux pour arriver où il faut. Donc il faut vraiment tout maîtriser pour aller plus vite. Si on ne maîtrise pas ce qui se passe, on va beaucoup plus lentement parce qu'on n'est pas capable de reconnaître le bruit du signal dans la sortie de ces algorithmes. Merci Julien. Donc je retiens une chose importante, celle de dire qu'au final, si on n'a pas bien formulé le problème, la solution ne sera pas forcément juste. Et l'autre chose, c'est que plus on monte en complexité, au final du problème, plus l'IA aujourd'hui n'est pas capable d'interpréter comme il faut. Donc tu m'as quand même rassuré au fait qu'on ne va pas remplacer les profs d'informatique de l'école. Donc voilà, donc c'est intéressant de toujours en fait prendre l'outil ou l'IA. J'ai bien aimé le terme système d'IA parce que c'est vraiment c'est beaucoup plus parlant au final parce que ça reste un système qui est implémenté par l'être humain et puis il apprend au fur et à mesure qu'on l'entraîne. Mais la patte de l'être humain doit toujours rester, mais ça nécessite d'aller encore plus loin dans la réflexion. Maintenant, je passe la parole à Eric. Je te laisse faire la même chose. Oui, bonjour. Donc, Eric Quin, directeur du CFAF. Le CFAF, c'est un centre de formation hors les murs. On travaille avec des partenaires pédagogiques, à peu près tous les membres de SI. C'est 120 formations, du pré-bac jusqu'au bac plus 6, même si on est centré essentiellement sur le supérieur. Alors, mon expérience de l'IA, moi, elle a commencé il y a 1 an et demi, avec la découverte de ChatGPT. Et là, j'ai eu l'effet waouh, comme tout le monde. Et je me suis dit, là, le CFA ne peut pas passer à côté de ça. Je pense qu'on est sur des technologies, comme on dit souvent, le dentifrice, il est sorti du tube, il ne va pas re-rentrer, tout le monde va l'utiliser. Il n'y a pas beaucoup de choix, en réalité, et ceux qui ne l'utiliseront pas vont disparaître. Moi, je lis beaucoup d'articles sur des entreprises. Vous savez, un CFA fait le lien entre le monde de la formation, en l'occurrence universitaire, mais aussi les entreprises. Une entreprise qui utilise l'IA, elle est 20 à 40% plus productive qu'une entreprise qui n'utilise pas. En revanche, attention, elle est 20 à 40% moins créative. Vous voyez ?
Il y a des limites. Donc nous, on s'est lancé dans un grand projet. En début d'année, j'ai déposé un appel à projet. Il y a un OPCO qui s'appelle Atlas qui a déposé un appel à projet qui s'appelle « Inventer le CFA de demain ». Donc j'ai déposé un appel à projet de création d'une grande plateforme massivement enrichie à l'IA qui commencera dès la mise en relation des entreprises et des apprentis, parce que moi, c'est un petit peu mon travail d'aider aussi les jeunes à trouver une entreprise d'accueil dans le cadre de leur formation. Et vous vous apercevez que l'IA peut faire gagner énormément de temps à tout le monde. Une entreprise, ce n'est pas une spécialiste de la formation. Et donc, elle a une fiche de poste. Une IA, elle est capable de manger une fiche de poste et de vous suggérer les bonnes formations proposées par le CFA. Une mise en relation, c'est aussi quoi? C'est un jeune qui va envoyer un CV, une lettre de motivation. Une IA, elle est capable de vous corriger un CV, de vous faire des propositions sur une lettre de motivation plus que pertinentes. Là, aujourd'hui, moi, j'ai des gens que je paye qui sont dédiés à faire ça, qui passent beaucoup de temps et qui seraient très heureux de faire autre chose à plus forte valeur ajoutée. Donc, déjà, sur ces aspects-là, on a beaucoup de choses à gagner. Après, j'ai même été dans ma première expérimentation. Là, on a créé un avatar. Si vous étiez là tout à l'heure, vous avez vu iGen. iGen, maintenant, vous êtes capable de faire des avatars, des clones qui vous répondent en temps réel, animés par l'IA. J'ai créé un avatar RH. Et donc, les jeunes, demain, vont pouvoir s'entraîner à faire un entretien RH. Vous voyez, toutes les petites questions pièges, tout ça, ça va tomber. On va gagner encore là beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai des consultants pour faire ça. Alors, ils ne seront pas remplacés. Néanmoins, le jeune, il sera entraîné une première fois, il aura un petit compte-rendu, et puis le consultant va pouvoir prendre la suite et rester sur vraiment l'humain, là, pour le coup. Puisque, malgré tout, les avatars, vous l'avez vu, ça reste un peu mécanique, c'est pas parfait. Après, on va aller, nous, jusqu'au suivi. On a un carnet de liaison, comme tout CFA, qui fait le lien entre le monde de l'entreprise et celui de la formation. Là encore, on peut massivement enrichir à l'IA. Je pourrais avoir un avatar IA qui interroge en début de formation mon jeune pour savoir comment ça se passe. Vous voyez, une fois par semaine, par exemple, 2-3 minutes. Tout ça en mode vocal. Plus besoin de saisie, parce qu'on parle de texte, mais maintenant, tout est multimodal. Donc le jeune, il va parler avec un avatar IA qui va ressembler à un RH. Pareil, le maître d'apprentissage, et puis on va comparer. On va voir si ça se passe bien. Et puis, plus que les réponses, c'est pas ça, c'est pas les réponses dans un premier temps qui m'intéressent, ça va être leur évolution dans le temps. Et l'idée derrière ça, c'est que l'IA nous alerte quand il voit que ça se dégrade, pour qu'on puisse réagir le plus vite possible. Aujourd'hui, on a des problématiques dans notre carnet de liaison où on demande, en début de formation, c'est très important, c'est la phase cruciale, le début de formation et le début en entreprise, de quelle mission vous allez confier à votre jeune. Et vous avez souvent des maîtres d'apprentissage qui sont un peu secs. Eh bien, il aura un avatar IA demain qui va le conseiller un petit peu, en fonction, puisqu'il va connaître la formation, il va connaître un petit peu le contexte du jeune. On va pouvoir faire des propositions pertinentes. Vous voyez, j'ai un tas d'usages qui me viennent en tête sur l'IA. Forcément, on ne pourra pas tout faire parce qu'à un moment, on aura malgré tout des moyens limités. Mais on ne peut pas non plus jouer aux apprentis sorciers. Et ça, moi, en tant que directeur de CFA, c'est un petit peu ma crainte. Aujourd'hui, on se lance tous avec enthousiasme dans l'IA sans évaluer l'impact sur nos jeunes. Et donc, moi, ma grande préoccupation, c'est quel est l'impact de l'IA sur un jeune dont le cerveau n'est pas encore tout à fait finalisé, puisque justement, il est encore en train d'apprendre. Est-ce qu'il va atteindre demain le même niveau de performance qu'un jeune d'aujourd'hui qui aura un petit peu souffert dans sa matière, où on sait que des fois, c'est un peu compliqué, il faut s'accrocher, et après, on passe un cap. Est-ce qu'ils arriveront encore à passer ce cap s'ils ont une béquille mentale qui leur est offerte en permanence? Voilà, c'est des questions vraiment, moi, que je me pose. Merci Eric, c'est très intéressant et j'appelle ça, moi, l'intelligence digitale ou l'intelligence numérique, c'est cette capacité de savoir mobiliser les technologies, c'est-à-dire aujourd'hui il y a l'IA, demain il y a d'autres choses, mais là on voit à travers les cas d'usage, c'est vrai qu'on peut mettre, c'est-à-dire à notre service l'intelligence artificielle à travers ce type de plateforme. Après, la question de est-ce que ça nous augmente ou ça nous diminue, ça, je pense que c'est très prématuré de le dire parce qu'en fait, l'être humain n'a cessé de se transformer lui-même. Hein, il n'a pas les mêmes capacités, mais peut-être aussi le fait de se diminuer sur certaines tâches, peut-être il va être augmenté sur d'autres. Mais ça, il n'y a que le futur qui nous dira. En tout cas, merci. Maintenant, je passe à Jean-Yves. Pareil, quel est votre retour et déjà qui vous êtes, parce que je pense que tout le monde ne vous connaît pas.
Très bien, donc tout d'abord je me présente, Jean-Yves Didier, je suis donc enseignant-chercheur à l'université Évry-Paris-Saclay. Donc mon domaine d'enseignement c'est le génie informatique, tout ce qui est programmation, conception des logiciels et des systèmes d'information. Et puis pour mes spécialités en termes de recherche, elles sont associées aux réalités immersives et à leur usage en tant que levier pour la transformation numérique, notamment dans l'industrie. Par ailleurs, si je suis ici dans cette table ronde aujourd'hui, c'est parce que je suis vice-président en charge du numérique à l'université. Et donc, en tant que tel, effectivement, le sujet de l'intelligence artificielle n'a pas manqué d'arriver sur un coin de ma table et touche en fait différents aspects, hein, que ce soit effectivement la formation, mais aussi finalement la transformation des administrations. Et puis, ça touche également les aspects liés à la recherche et à la mutualisation des moyens que l'on peut mettre en place pour la recherche. Alors, maintenant, si j'en viens un petit peu au retour d'expérience par rapport à l'intelligence artificielle, il y a peut-être deux choses que je veux faire passer. La première, c'est en fait que l'une de nos missions est vis-à-vis de nos étudiants de leur faire développer une complémentarité vis-à-vis de l'usage de l'intelligence artificielle. J'y reviendrai. Et puis l'autre, je vais insister aussi un peu également sur les notions de confidentialité. Alors je vais commencer par une anecdote. Je la dois à tes étudiants, ils m'aident, parce qu'il y a 2 ans, en fait, c'est à l'ENSIE que ça m'est arrivé. J'étais dans le cadre d'un TP que je donne régulièrement justement sur les réalités immersives. Et donc les étudiants avaient terminé les exercices de travaux pratiques plus rapidement que d'habitude, environ une demi-heure avant la fin, chose qui n'était jamais arrivée avant. Donc effectivement, sur le coup, j'ai été un petit peu perplexe, et puis donc j'ai posé la question aux étudiants. Les étudiants étaient un peu gênés, puis ensuite, à demi-mot, ils m'ont quand même dit qu'ils utilisaient en fait Copilot, qui est l'intelligence artificielle que Microsoft utilise notamment et qui apprend à partir de notre GitHub, et donc qu'il faut une aide pour la programmation. Alors là, ce qui était intéressant, c'est que les étudiants ont terminé le TP. Le TP n'était pas sur des notions sur lesquelles Copilot pouvait les aider, mais donc ils ont réussi à aller plus rapidement. Et ça, en fait, c'est ce que l'on appelle la complémentarité. C'est en fait comment finalement exploiter l'intelligence artificielle pour avoir des gains de productivité. Et c'est une notion qui se retrouve déjà depuis un certain temps, puisqu'elle était déjà évoquée dans le rapport Villani, qui a 8 ans quand même maintenant, le fameux rapport sur l'intelligence artificielle. Et puis c'est encore une piste qui a été évoquée il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, dans un rapport du FMI, puisque le FMI s'intéresse aussi à ces questions-là, puisque la grosse révolution qu'introduit finalement l'intelligence artificielle, c'est quelque part l'automatisation du traitement de l'information. Et ça ne touche pas les professions faiblement qualifiées, mais plutôt les professions hautement qualifiées. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure un peu dans le questionnaire, les étudiants, en tout cas les apprenants, indiquaient que l'intelligence artificielle pouvait finalement faire les devoirs à leur place. Il faut se rendre compte que la tentation pourrait être aussi pour l'employeur, à la place d'utiliser les apprenants, d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire le travail à leur place. Donc, du coup, notre rôle est vraiment d'aider les étudiants à avoir un regard critique vis-à-vis de l'intelligence artificielle, et ça sera effectivement leur valeur ajoutée par rapport à cette dernière, être en mesure finalement de bien la diriger pour finalement les aider et donc pouvoir l'exploiter efficacement. Bon, alors il y a cet aspect-là, mais ça veut dire aussi que nos étudiants doivent avoir les compétences de base pour avoir cette analyse critique. Ça va un petit peu plus loin que ça, parce que là, ça va me permettre de faire la transition avec la notion de confidentialité. Le problème de ces intelligences artificielles, c'est que quand vous leur posez une question, vous l'alimentez aussi. Et alors, avec des données de patients, ça peut être catastrophique. Je crois que c'est AXA Assurance qui en a fait les frais aussi, avec ChatGPT justement, parce qu'à l'aide de quelques prompts bien dirigés, en fait, il y a à un moment donné des documents internes de AXA France qui ont été paraphrasés, qui se sont retrouvés dans des réponses. Autrement dit, finalement, il est probable que certaines entreprises interdisent l'utilisation de ces intelligences artificielles. C'est déjà le cas pour certaines concernant Copilot, justement, puisque ça apprend sur la base de code. Or, si dans votre base de code, vous avez de la propriété intellectuelle, eh bien, le problème, c'est que vous êtes en train de disséminer votre propriété intellectuelle, alors que vous, justement, pour le moment, vous vouliez la conserver.
Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des cas où on va pouvoir l'utiliser et développer de la complémentarité. Dans d'autres cas, il va falloir aussi apprendre à faire sans, tout simplement pour pouvoir préserver cette confidentialité. Merci beaucoup. Très intéressant ce témoignage. Donc là, je retiens 2 points. Justement, la confidentialité, et ça, il faut faire attention parce que, en fait, en réalité, en alimentant l'IA aussi, on parle du contenu interne d'une entreprise. Et puis le deuxième, c'est effectivement la complémentarité. Moi, j'avais lu il y a très longtemps un article qui dit est-ce que l'IA va nous augmenter ou elle va nous diminuer? Mais en fait, si on a les compétences, ça ne peut que nous compléter. Bon, je ne peux pas passer sans dire que Jean-Yves est un ancien de l'école, pour vous dire où ça peut mener comme débaucher l'école pour être le vice-président d'une université. Mais ça, c'était une parenthèse. Maintenant, on va faire on va passer à une autre question qui est rapidement, en fait, prenez juste c'est-à-dire quelques minutes pour nous dire comment on peut au final collaborer ou coopérer, même si les termes ne sont pas les mêmes, au sein de cette association E2IS. Et puis après, E2SI, je me trompe toujours, pardon. Et en fait, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et nos invités vont avoir le plaisir de répondre. Qui veut commencer? Vanessa, peut-être la première? Merci. Dans les idées proposées pour pouvoir poursuivre la collaboration autour de cette question, il y avait l'idée de la mise en place d'actions de formation, puisqu'on a tous des disciplines, mais également des approches et des niveaux différents par rapport à l'intelligence artificielle. Et du coup, pouvoir peut-être proposer des petites formations sous forme de webinaire ou sous forme de face-à-face, peu importe, à déterminer avec des entrées thématiques. Voilà, je serais tout à fait public de ce genre d'action. Et pour pouvoir alimenter ça aussi, du coup, avoir une sorte de répertoire des usages qui sont faits finalement en fonction des établissements. Voilà, qu'est-ce qui est fait à l'IRFAS dans l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, qu'est-ce qui est fait ailleurs, et de pouvoir savoir pour pouvoir se questionner aussi et voilà, y en savoir un peu plus. Une sorte de cartographie des usages et des outils. Merci. Julien? Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui des outils d'IA qui permettent d'augmenter la productivité, que ce soit pour générer du texte, des images. On n'a pas beaucoup parlé, c'est un domaine un peu moins mature, de comment l'IA peut être utilisée pour rendre nos étudiants plus actifs. Parce que c'est ça qui fait que l'apprentissage se passe. Alors là, j'aimerais peut-être répondre à une question d'Éric de tout à l'heure. C'est quel est l'impact un peu sur les étudiants d'utiliser ce genre d'IA? Alors, je suis tombé récemment sur une étude faite par des chercheurs à l'université de Pennsylvanie, Bastani, il s'appelait, qui s'intitulait Generative AI can harm learning. Donc, l'IA générative peut nuire à l'apprentissage. Et dans cette étude, ils ont pris un groupe d'étudiants qui suivaient un cours et ils les ont divisés en 3 catégories. Et une des catégories avait le droit d'utiliser ChatGPT pendant les TP. Donc, en gros, il y avait les TP, puis l'examen final où là, tout le monde était égal, pas le droit d'utiliser ChatGPT. Et donc, ils se sont rendus compte que les gens qui avaient utilisé ChatGPT pendant les TP, ils avaient de bien meilleurs résultats pendant les TP que ceux qui ne l'utilisaient pas. Par contre, le jour de l'examen, ils avaient observé moins de 17% par rapport aux autres étudiants. Donc, il y avait un gros manque à gagner. Et notre métier à nous, c'est quand même de faire acquérir des compétences à des étudiants. Et là, on voit que c'est un échec parce que utiliser ChatGPT tel quel, ça ne marche pas. Alors, ils ont quand même essayé autre chose. Ils ont dit, on va utiliser une autre IA qui s'appelle TutorGPT. Et le but de TutorGPT, c'est pas de répondre aux questions. C'est que quand l'étudiant il pose une question, ça répond par une autre question. Et ça force l'étudiant à aller chercher lui-même la réponse, ou en tout cas l'aider dans son raisonnement. Et là, ils se sont rendus compte que les étudiants qui ont utilisé ce TutorGPT, ils avaient des résultats similaires à ceux qui utilisaient ChatGPT pendant le TP. Donc, de très bons résultats pendant le TP, mais également de très bons résultats pendant l'examen, où là, ils avaient des résultats similaires à ceux qui n'utilisaient pas du tout ChatGPT. Donc on voit bien ici que les outils d'IA pour l'apprentissage peuvent vraiment aider à nos étudiants, mais
ça ne se fait que si on arrive dans des conditions particulières d'apprentissage. C'est quand même des choses qu'on fait depuis longtemps. C'est qu'un étudiant qui reste passif par rapport au contenu, il apprend beaucoup moins bien qu'un étudiant qui est actif face au contenu. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Avec ces IA, on peut les aider, les guider, alors que ce soit à travers des quiz, mais là, carrément, les guider de manière plus interactive, de leur faire poser les bonnes questions pour arriver au bon endroit. Alors, cette étude, elle montre aussi un truc, c'est qu'il est important de mesurer ce qu'on fait. C'est qu'on a plein d'outils qui arrivent et on ne sait pas l'impact que ça va avoir sur les cerveaux de nos étudiants. Et donc, si on n'a rien qui permet de mesurer ce qui se passe, ben ça peut nous nuire. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé une question à Julien en disant et quel a été le retour des étudiants par rapport à cet outil? Ah oui, mais les étudiants, ils étaient peut-être mitigés ou pas. Ben voilà, c'est le genre de mesure qu'on doit faire. Dire ah oui, ça s'est mal passé parce qu'ils n'ont pas apprécié ça. Ou alors, on a vu que les notes à l'examen, elles ont dégringolé par rapport à l'année précédente. Donc, il faut peut-être ajuster. Ou alors, on a réussi à introduire une méthode. Bah, tout le monde a beaucoup mieux compris ce qui s'est passé. On est peut-être sur la bonne voie. Et ça, c'est le genre d'outil qu'on doit se partager entre nous. De dire, ah oui, j'ai enfin trouvé ce modèle. Ou en fait, en mettant ce prompt au début, il se met à aider beaucoup mieux les étudiants à réviser leurs cours. C'est beaucoup plus interactif. Et si on arrive à trouver ce genre d'outil en tant que communauté, c'est excellent de le partager. Parfait. Donc là, on est dans l'évaluation de l'impact de l'IA et aussi comment partager c'est-à-dire ses retours d'expérience. Ali? Moi, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues sur les idées proposées. Il faut en fait... là, moi, je suis des étudiants en apprentissage dans des entreprises. Donc, ils commencent déjà à utiliser les entreprises, faire des abonnements pour utiliser le ChatGPT, surtout dans l'entreprise. Donc, les industriels ont vite compris que l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle, c'est un gain de temps. Un gain de temps, c'est un gain d'argent. Mais nous, derrière, il faut former les étudiants à utiliser ces outils. Donc, pour qu'on puisse former les étudiants, il faut que les enseignants même, les formateurs doivent être formés sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Il faut qu'on développe, à côté des compétences techniques qu'on actuellement développe chez les étudiants des élèves ingénieurs, il faut mettre aussi l'accent sur d'autres compétences. Je reviens sur l'analyse critique, savoir critiquer les réponses données par l'intelligence artificielle, savoir si cette réponse elle est correcte ou pas correcte. Donc ça, c'est une compétence qui ne sera pas négligeable, à savoir est-ce que cette réponse, elle est, parce que quelquefois, il nous donne, comme tu as dit tout à l'heure, elle est capable de générer des rapports, ou même un enseignant-chercheur, il soumet le doute, est-ce que c'est un vrai rapport ou un rapport généré par l'intelligence artificielle. Pour ça, je propose de faire tous les établissements faire des webinaires, par exemple, réguliers pour former les enseignants, former les formateurs et pour également partager leur expérience sur les défis rencontrés, sur comment profiter au maximum de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Merci Ali. Donc je retiens l'idée, et on va le noter avec Isaline, le fait de faire des webinaires, je pense que c'est une bonne idée, parce que ça permet de partager des retours d'expérience et des choses qu'on peut réutiliser d'un établissement à un autre. Maintenant, je passe la parole à Jean-Yves. Je rappelle la question, comment on peut collaborer ensemble ? Oui, alors effectivement, beaucoup de choses qui vont être autour du partage. Partage déjà sur les techniques de cartographie, entre autres, parce que on a vu des résultats à des questionnaires qui ont été présentés. Chacun dans ces établissements a aussi à mettre au point des questionnaires. La question, elle est même, je dirais, assez présente dès qu'on est dans une université où il y a beaucoup de disciplines qui sont représentées, parce qu'en plus, il y a cette hétérogénéité qui est à mesurer entre les disciplines. Il y a aussi le partage des bonnes pratiques, c'est-à-dire quelles ont été en quelque sorte les success stories qu'il y a pu y avoir autour de l'intelligence artificielle générative et ce qui a pu être mis en place avec les étudiants. Et puis après, il y a peut-être aussi des choses à faire sur le plus long terme en termes de mutualisation de moyens pour mettre en place des infrastructures sur lesquelles on pourra avoir en quelque sorte notre intelligence artificielle générative souveraine, dans laquelle justement les données ne seraient pas en train de fuiter vers l'extérieur, mais qui permettrait justement dans un cadre, on va dire, un peu plus épuré, de permettre à nos étudiants aussi de développer justement cette complémentarité. Oui, très bonne idée, l'idée de mutualiser
les ressources et pourquoi pas demain une IA, un système d'IA local, quoi, en vrai. Oui, c'est l'idée. Merci. Eric, c'est dans le sens maintenant. Alors moi j'ai plusieurs propositions de coopération avec des établissements de SI. Je vous ai parlé de mon grand projet. Évidemment, dès le départ du projet, j'ai décidé de trait d'un conseil scientifique et déjà Jean-Yves et Imed m'ont fait l'amitié d'accepter d'y siéger. Et puis je vais demander demain ou après-demain à Monsieur Canson, qui dirige un master d'ingénierie de la formation, de participer aussi à ce conseil scientifique. Parce que l'idée n'est pas d'avoir que des enthousiastes de technologie comme moi ou eux deux, c'est aussi d'avoir des gens qui se posent des questions et dont c'est le métier de concevoir des formations et de pouvoir évaluer aussi les impacts du coût de l'IA. Donc ça, c'est la première chose. J'envisage même que le CFAEV finance une thèse sur l'impact de l'IA justement sur l'apprentissage, parce que ça me semble vraiment essentiel qu'on ait des données scientifiques sur le sujet. J'aime pas bien l'idée de jouer aux apprentis sorciers avec mes jeunes. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'IA aujourd'hui, quand on regarde, c'est ChatGPT ou Gemini. Mais vous avez deux modèles qui sont anglo-saxons. Et effectivement, en termes de RGPD, on va avoir quelques petits soucis rapidement. Après, on a un Français quand même qui s'appelle Mistral AI, qui propose un modèle semi-open source. J'ai appris ça ce matin, je pensais que c'était complètement open source, vous voyez, comme quoi je suis un béotien. Mais quand je regarde, c'est des modèles où il faut des machines surpuissantes pour pouvoir le déployer soi-même en interne. Or, je sais que l'ENSIE a un fantastique data center. Donc, peut-être que l'ENSIE pourrait nous aider là-dessus. Bon, on va réfléchir. Non, je rigole. Merci Eric. Et l'idée je pense que, et c'est avec plaisir de participer à ce comité. En fait, le comité ne fera que, c'est-à-dire resserrer les liens parce que c'est un endroit où on peut discuter. Et puis, bien évidemment, on peut aller plus loin quand on est ensemble, en fait. Serge ? Oui, donc sur ce sujet, il me semble, pour avoir participé à plusieurs journées de ce type et en avoir organisé, il me semble que c'est un bon format. On apprend des choses à chaque fois. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je regarde les organisateurs. Et donc, il y aura au niveau de l'Université Paris-Saclay un rendez-vous de l'IA générative annuel, destiné à traiter ces sujets-là, donc sous l'égide de la direction de l'innovation pédagogique. Et puis le deuxième point, on travaille en ce moment également à un formulaire sur les pratiques, un questionnaire sur les pratiques, à la fois côté enseignant, côté recherche et côté administration personnelle BIATOS, pour vraiment couvrir l'ensemble, puisqu'on l'a bien vu d'ailleurs aujourd'hui, et c'est un point qui est d'ailleurs souvent sous-estimé, mais l'administration est également tout à fait concernée par cette transformation. Et donc voilà, on aura un questionnaire là-dessus sur lequel les partenaires seront tout à fait impliqués à la fois pour la restitution des résultats et puis en amont pour la diffusion du questionnaire également. Merci Serge, c'est une très bonne idée justement d'aller sur des enquêtes parce que ça fait beaucoup plus de données. Pour cartographier les pratiques telles qu'elles existent chez les personnels. Merci à vous. Maintenant, je me tourne vers la salle si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas. On a encore du temps, un peu. On a débordé, mais il est 17h17, donc on peut s'arrêter à 30 si ça vous va. J'avais juste deux remarques. La première, c'était justement par rapport à la question des licences. Effectivement, c'est une vraie question parce que moi, récemment, j'ai formé les équipes d'IMT, de la com en fait, des écoles. Et c'est vrai qu'on a exigé avant la formation que les services aient au moins une licence payante, parce qu'on ne peut pas faire la même chose avec du gratuit et du payant. On a parlé, ça fait une fracture, mais cette fracture, elle existe aussi pour les enseignants eux-mêmes, en fait. Et on voit vraiment que c'est abyssal, en fait, la différence entre les deux, souvent. Pour ne prendre l'exemple que de ChatGPT, donc quelle est la politique des établissements par rapport à ça? Ça, c'est une vraie question. Et si je prends l'exemple d'établissements assez connus, je vois par exemple, c'est l'ESCP là, qui a pris une licence ChatGPT, je crois que c'est Académie ou Éducation, je ne sais plus, qui donc donne à son établissement, à tous les membres de son établissement une licence. Et d'autre part,
il permet d'avoir un système clos, c'est-à-dire on garde en interne finalement nos propres données et on interroge par contre l'extérieur, mais on garde quand même, on vase clos certaines données. Donc ça, c'est une première réponse qui est assez intéressante, mais qui est sur un business model quand même avec des outils non souverains, entre guillemets, parce que c'est américain. Ceci dit, après, il y a des exemples, et c'est pour ça que c'était intéressant la remarque de Jean-Yves également sur le fait d'avoir une IA souveraine. Il y a un très bon exemple que je vous invite à découvrir, c'est celui de Rennes 1, que tu connais peut-être, Olivier Wang, peut-être Jean-Yves, qui est vraiment une référence. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour tout ce qu'il fait. Et justement, on a fait récemment, j'ai fait avec lui un webinaire où il présente justement leur modèle. Donc ils ont créé ce qu'on appelle un RAG, en fait, c'est-à-dire une IA locale, entre guillemets, avec des documents, une base de données, on va dire, en interne. Et bon, je ne sais pas après si concrètement ça fonctionne aussi bien. Après, bon, faut voir en termes dans les usages, mais l'idée est là. Après, ça demande un gros investissement. Ceci dit, c'est énorme parce que ça veut dire qu'il faut des cartes graphiques Nvidia. Je ne sais plus, c'est des H100 qui valent 20 000 euros la carte graphique. Enfin, donc voilà, il y a des vraies questions comme ça qui se posent. Donc je ne sais pas, par exemple, Jean-Yves, je ne sais pas si l'université Paris-Saclay s'oriente vers là également et quid du budget aussi, parce que c'est des montants exorbitants, hein. Ne serait-ce que le volet licence, mais également le volet avoir sa propre IA. Donc ça, c'est des vraies questions. Alors, je ne pourrais pas parler au nom de l'université Paris-Saclay, mais au nom de l'université Évry-Paris-Saclay. Oui, je sais, c'est un petit peu nuancé, oui, mais c'est pas grave. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que l'université de Rennes avait fait un bilan de son expérimentation au cours du bootcamp des vice-présidents en charge du numérique, où Olivier Wang nous avait expliqué effectivement un petit peu tout ça. Et la chose qui en ressortait aussi, c'est que finalement, au regard du prix des licences, l'investissement qui est nécessaire n'est pas si coûteux que ça. Parce qu'en réalité, assez rapidement, finalement, on s'y retrouve. Et donc, là, on est en train en tout cas sur Évry, on est en train dans l'université de réfléchir à une expérimentation modeste, mais de manière à avoir quelque chose aussi, et qui va ensuite pouvoir être scalable, c'est-à-dire qu'il va pouvoir ensuite passer à différents degrés d'échelle. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie, on va voir jusqu'à quel point on peut aller, et puis bien sûr, ces conclusions-là, on les partagera au sein de 2SI. Merci. Une autre question, peut-être ? Juste pour revenir sur un point qui a été évoqué au début des présentations et sur lequel on n'est pas finalement revenu là, dans les choses à faire en commun, mais il y a des logiques de charte. Je pense que voilà, chaque établissement en ce moment est en train de réfléchir à définir une charte à la fois pour les enseignants et pour les étudiants. Et donc, ça serait sûrement intéressant aussi de partager la rédaction de cette charte. Ne serait-ce déjà que pour être cohérents les uns vis-à-vis des autres. Et puis, il y a quand même un effort à faire, je pense, dans l'élaboration de ces chartes. Et que tant qu'à faire, autant le faire ensemble. Et puis, on est plus intelligent quand on est plusieurs. Donc, ça sera d'autant plus efficace, à mon sens. Merci Bruno. Tu fais bien de le mentionner parce qu'effectivement, entre les chefs d'établissement, on a évoqué un groupe de travail qui est monté sur cette charte commune. Quand j'étais à l'IMTBS, il y avait une tentative de faire une charte, à l'UNSUE aussi, etc. Je pense que c'est mieux de réfléchir à plusieurs et c'est déjà programmé. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné. J'ai une petite question sur les différents dangers qui guettent les étudiants dans l'utilisation des intelligences artificielles génératives, principalement. J'ai l'impression qu'on s'est beaucoup focalisé sur la question de savoir est-ce que le résultat fourni par l'intelligence artificielle est le bon ou pas, que l'étudiant soit capable de déterminer ça, est-ce qu'il répond à la question que l'étudiant se pose. Et j'ai peur qu'on pense pas en tout cas à apprendre aux étudiants à savoir si la question est vraiment destinée à une intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est clair et je vais illustrer ça par un exemple très extrême que j'ai vécu récemment. Juste avant les vacances, j'ai essayé d'aider un étudiant qui était en TP et qui avait un problème dans un calcul, globalement.
et qui avait dans son calcul une puissance de 2. Et en fait, il s'est avéré que cette puissance de 2 était fausse. Donc on retombe sur le même point qu'avant. Il l'avait calculé en demandant à ChatGPT le résultat de la puissance de 2. Alors je ne sais pas comment ça se fait que ChatGPT se trompe sur une puissance de 2, mais elle était élevée, donc peut-être. Ou peut-être qu'il a mal recopié, ou j'en sais rien. Mais à la fin, c'est ce qui s'est passé. Et à la fois, il aurait dû se rendre compte que la puissance de 2 était fausse, sûrement. Mais en fait, surtout, il n'aurait pas dû avoir l'idée de demander à ChatGPT de calculer une puissance de 2. Et ça, c'est un exemple très extrême. Mais en fait, il y a sûrement des tas de questions qui ne sont pas destinées à des intelligences artificielles, où l'intelligence artificielle n'est pas un bon outil, un outil performant, j'entends. Et en fait, je me rends compte que moi-même, j'ai une cartographie très imparfaite des questions destinées à une intelligence artificielle générative ou pas. Merci. Julien, tu veux répondre? Qui veut répondre? Oui, j'utilise vraiment l'IA pour tout. Hein. Quand on est en TP, je suis juste à côté, il pose la question à l'IA. Moi, je regarde la question, mais je lui dis, mais je suis là, pourquoi tu ne me poses pas la question? Donc voilà, il y a même des aspects humains de, il ne faut pas demander à l'IA, je suis juste à côté, c'est mon métier, laisse-moi t'expliquer. Puis après, ils ne comprennent pas la solution, ils me disent, monsieur, vous pouvez m'expliquer la solution de l'IA? Ouais, je t'explique directement la bonne solution, ça marche. Bon, oui, après, tout ce qui est maths, ça ne marche pas bien. Donc c'est un peu l'expérience qui fait qu'on sait ce qui marche ou pas. Puis c'est aussi, est-ce qu'on l'utilise de manière intelligente ou pas? Il y a plein de manières de voir. Mais oui, les étudiants, c'est un peu ce que mentionnait Imet tout à l'heure, c'est il y a l'intelligence digitale. Il faut savoir un peu qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Alors moi, je suis né au moment où le home computer rentrait à la maison. Donc j'ai vu ça arriver quand je commençais l'informatique. J'allais à la bibliothèque, j'avais récupéré le bouquin de C qui est illisible. J'essayais de faire du C chez moi. Donc on est passé par toutes les difficultés possibles et imaginables pour avoir un ordinateur. Maintenant, on en est à une époque où j'ai des étudiants qui arrivent à Télécom Sud Paris qui n'ont jamais utilisé un ordinateur de leur vie. D'accord. Et c'est un peu compliqué. Donc ils viennent d'acheter un ordinateur. Donc déjà, ils viennent me voir en me disant « Monsieur, il faut que j'achète quoi comme ordinateur ?» Puis après, quand je les vois taper, bon, ils ont utilisé un smartphone toute leur vie, ils ne savent pas utiliser un ordinateur. Donc oui, il y a une intelligence numérique à construire qui est en fait juste savoir quels outils utiliser dans quelle situation. Et l'IA est un de ces outils, mais là, en fait, ils n'ont même pas la culture générale de ce qui peut exister. Bon, là, c'est une calculatrice, hein, on ne va pas se mentir, mais... le truc choquant, c'est la polyvalence de l'intelligence artificielle générative. En tout cas, son impression qu'elle donne de gérer tous les problèmes. Et en fait, c'est déstabilisant parce que je trouve que les étudiants, du coup, on leur apprend pas du tout à chercher un autre outil. Oui, en fait, dans le domaine des calculs, c'est beaucoup moins performant donc l'intelligence artificielle qu'on dans le monde de génération des codes. Donc, on a ce problème. Donc, même quelquefois, donc, il met donc, les étapes de manière vraiment détaillée et correcte, mais la réponse finale elle est tout à fait fausse. Donc, on ne comprend pas pourquoi, donc, comment on se trompe dans les calculs. Donc, on pense un outil aussi puissant, comment on peut se tromper dans des multiplications. Et il y a des étudiants qui essayent aussi, dans le domaine de technique, par exemple, de mettre un exercice complet, par exemple, en mécanique de fluide, en transfert thermique, et vous imaginez donc, le nombre des erreurs qu'elle peut faire dans ces genres des exercices. Il y a autre chose aussi, c'est la qualité et la répétabilité de la réponse qui est très particulière dans l'IA. Quand on utilise un tableur Excel, généralement, ça tend à ce que quand on met une opération, le résultat soit bon. Et ben, vous faites la même chose avec l'IA, il est tantôt bon, la plupart du temps bon d'ailleurs, et puis tantôt faux. Moi, par exemple, j'avais fait une petite expérience, j'avais 210 classes où je voulais créer un identifiant unique, donc je lui ai dit, j'ai besoin de 5 lettres, tu commences avec 5A, puis tu mets un B, puis tu incrémentes. Le truc, il m'a sorti sans problème mes 200 et quelques identifiants uniques. Sauf qu'en y regardant de plus près, de ci, de là, il sautait une lettre. Comme pourrait le faire un humain un peu blasé en se disant oh, il me fatigue avec son truc, quoi. Et donc on se dit l'IA, on va l'utiliser beaucoup dans les travaux répétitifs. Et moi, je me rends compte que dans les travaux répétitifs, c'est pas si bon. J'entends aussi parler d'évaluation des jeunes demain par l'IA. Moi, j'ai fait des petites expérimentations, j'ai pris des petites grilles d'évaluation, puis entre 1 et 10, puis j'ai mis des croix et puis un petit commentaire pour voir si l'IA était capable de me sortir quelque chose de correct. C'était dans le cadre de mon dossier. Donc je fais ça, je fais une photo du truc, ça me sort une évaluation fantastique. Puis je me dis, mais tiens, c'est bizarre, j'ai mis des croix là, moi. Non, pas du tout. Il avait fait une évaluation qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais coché.
Mais pourtant, c'était crédible, son évaluation. Vous voyez? Donc, au-delà même de la question, elle peut être bien posée et il peut vous répondre bien un coup et le coup d'après, non. Et ça aussi, c'est une vraie difficulté pour moi. Et des fois, même si on pose la question, même si l'opération, en fait, des fois, même si le calcul il est correct et on pose la question, est-ce que vous êtes sûr de votre réponse? Et là, des fois, elle va s'excuser. Donc, non, la réponse, elle est pas fausse, elle est pas correcte. Pourtant, la réponse, elle est correcte. Donc, là. Ce matin, par exemple, moi, je cherche à évaluer le coût de l'IA parce que la plateforme que je vais générer va utiliser des tokens. Donc, je lui dis, je veux chercher à évaluer le coût de ces tokens. Donc, je lui décris il me décrit qu'une requête moyenne, c'est à peu près 500 tokens, blablabla. Il me fait des calculs. Donc, je lui dis, en fonction des différents modèles, quel va être le coût. J'ai été surpris d'avoir une fourchette entre 8 000 € par mois et 10 millions d'euros. Parce que dans un cas, il s'était planté dans la multiplication. Merci à vous toutes et tous. C'est toujours intéressant de débattre, mais je crois qu'on a dit qu'on allait s'arrêter à 17h30. Donc il me reste à vraiment remercier tous les intervenants, des exposés, mais aussi de la table ronde. Et une mention très spéciale pour Isaline, parce que sans elle, cette journée, cette demi-journée n'aurait pas eu lieu. Et bonne soirée à vous et à la prochaine. Vous êtes chez vous maintenant à C19.